Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. À l'orée de ma vie, la France était au fond du gouffre et j'avais faim. Ses généraux l'avaient trahi, ses élites bourgeoises ne songeaient qu'à se venger de 1936, Pétain dissolvait les institutions républicaines, un capitaine nazi occupait la chambre de mon père, prisonnier pour de longues années en Allemagne. À la fin de ma vie, je n'ai plus faim et nous avons un formidable réseau d'autoroutes, 30 000 ronds-points, des grands ensembles inguérissables, des hypermarchés qui ont tué la ville, un océan pavillonnaire, des télés et un internet pourri par la pub, 10% de chômeurs, jamais autant de millionnaires mais des déficits dans tous les secteurs de l'État, la corruption un peu partout. Mes enfants sont touchés par la crise. Mes petits-enfants s'expatrient. L'Allemagne dicte l'essentiel de notre politique. Un ectoplasme normal est le président inconsistant, l'extrême droite, héritière de Pétain, pèse 40% dans les sondages et se prépare à gagner en 2017 avec les débris de l'UMP. Vision noircie ? À peine. Éternel retour du même Udinich. Sauf que la doxa stalino-maoïste s'étant effondrée, les immensités ex-coloniales s'apprêtent à dominer l'économie mondiale. Si grâce au capitalisme, 30% de leurs millions d'êtres humains vivent mieux, les inacceptables misères, inégalités et oppressions continuent de sévir en dépit du formidable bond en avant des forces productives. Le prolétariat n'a jamais été aussi nombreux sur la planète, les millionnaires non plus. La scission de classe se polarise comme jamais. Nouvelle impuissance capitaliste après 2 guerres et 2 crises économiques mondiales, c'est la survie sur Terre qui est désormais menacée par la poursuite d'une croissance aveugle. La baisse tendancielle du taux de profit, conséquence inévitable de la mécanisation-automation, conduit la finance toute puissante à fuir en avant dans les bulles spéculatives ou escroques au risque d'une explosion catastrophique du système financier mondial. L'aliénation marchande règne comme jamais sur les consciences, minant les immenses possibilités d'épanouissement de tous dans la rationalité démocratique, le mieux vivre et la spiritualité solidaire. La crise est ouverte, les riches s'enrichissent comme jamais. Le même gouffre qu'au début du XIXe siècle sépare la majorité des pauvres de l'infime minorité détentrice du patrimoine, Piketty. Les couches moyennes, inquiètes de la crise, bénéficient encore d'un niveau de vie enviable. Leur aliénation les empêche cependant de voir le désastre urbain dans lequel ce système mercantile les fait vivre. Préludant l'effondrement écologique, l'urbanisation dévaste à grands pas la planète. Chacun se réfugie dans l'autisme de l'allergie aux autres, enclos dans ses bulles, son pavillon, son auto, son SMS et son portable, anéanti par les assauts obscènes d'une publicité inexorable. Après l'effondrement des dictatures de la classe bureaucratique et communiste, les idéologues de droite se sont rués. Selon eux, Marx et son mouvement mondial se seraient totalement fourvoyés. Pire, l'origine de tous les malheurs contemporains serait à découvrir dans les avancées de la raison, de Descartes aux Lumières, selon l'antienne du grand philosophe nazi du siècle, Heidegger, dont la broussaille phénoménologique et absconse a été célébrée voire pillée par nombre de mandarins de gauche en quête de percées médiatiques, Sartre en tête, ce qui explique pour une part l'éternel retour de la bête immonde. Malgré le déferlement de la pensée hyperlibérale selon laquelle la démocratie parfaite serait réalisée par le marché, sans contrainte, selon la liberté du renard de dévaster le poulailler, le plus étonnant est sans doute la vivacité d'une critique de la mondialisation dont le foisonnement peut désarmer, tant, dans ce climat de défaite, les héritages théoriques du mouvement social n'en finissent pas de diverger, de opposés, voire de se scléroser entre transfuges communistes de énième génération, trotskistes aux multiples obédiences, anarchistes, debordiens masqués, castoriadistes ulcérés, althusériens enroués, réformistes liquéfiés, écologistes récupérés, autogestionnaires paumés dans la micronisation ou les monnaies parallèles, zélateurs des services publics, cet autre nom donné aux appareils d'État du capitalisme, etc. Personne ne va verser des larmes sur l'évanescence du parti de Georges Marchais qui, jusqu'au dernier matin de 1989, annonnait stupidement le caractère globalement positif du socialisme de l'Est et qui, célébrant encore à l'occasion le régime famélique et policier de Cuba, proclame dans ses tracts de 2013, le service public, lisez la bureaucratie, n'est pas le problème c'est la solution, incommensurable stupidité. Ou bien encore, les SP sont des éléments de notre projet de société dans l'humanité du 14 juillet.
1871, 1968, 1989 ? Oublié, gommé. Il est proprement aberrant, mis à part la timide lueur d'espoir du front de gauche, que l'essentiel de la contestation ouvrière de la capitulation social-démocrate soit raflé électoralement par les rejetons de la bête immonde, fussent-ils camouflés en bonne mère grand bleu marine. Éric Toussaint produit une critique pertinente de l'économie européenne dans une conférence à Haïti, Internet 3, 12, 13. Les remèdes dictés par l'oligarchie visent à écraser le salariat et conduisent à l'aggravation des dettes et du recul économique des économies les plus faibles, donc à l'aggravation de la crise. Il manque cependant un second volet à cette radiographie très exacte, les moyens de porter ces économies retardataires au niveau de réussite de l'Europe du Nord, rationalité de l'État, compétitivité, qualité de l'enseignement, automation, etc. Sans ce second volet incontournable, on reste dans le rêve. L'aberration d'une sortie de l'euro comme panacée n'apporterait rien une aggravation de la catastrophe. Au mieux, une inflation encouragée par la BCE serait une autre génératrice de misère, avec ce palliatif à la pression directe sur les niveaux de vie par la précarité décidée d'en haut. La méthode change, plus hypocrite, mais son résultat serait le même. Les pauvres devraient payer pour sauver les riches. Les USA peuvent user de la planche à billets, parce que c'est le reste du monde qui finance leurs énormes déficits grâce au rôle du dollar comme monnaie de référence. Cela leur permet même de dépouiller la France anémiée de son fleuron d'Alstom, grâce à la filouterie du principal actionnaire, Bouygues, qui ne survit que du pillage des fonds étatiques. L'ambition devrait être de plus haut niveau, plus difficile, celle d'une autogestion, d'un dépérissement de l'État assorti d'une gouvernance rigoureuse, ce qui tourne le dos à une partie des cautères de Toussaint. Le sempiternel renforcement des services publics, la fâcheuse nationalisation des banques. S'impose un énorme travail d'inventaire des avatars du marxisme, plutôt que du communisme, lequel est désormais irréductiblement synonyme de goulag, d'impéritie, stalinisme, maoïsme et leurs suites coréennes, chinoises ou cubaines. Partant du constat définitif de Proudhon, la propriété c'est le vol, en tout cas celle des moyens de production. Il devrait viser à ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain comme on disait dans les années 70. La première interrogation vise les concepts qu'on peut retenir de l'œuvre de Marx, un peu vite liquidée dans les années 80, mais que la crise de 2008 a brutalement remis en selle. Qu'en est-il des erreurs et vérités de l'auteur du manifeste de 1848, puis de l'inextricable enchevêtrement des commentateurs, des critiques révolutionnaires, de tous ceux, de Bakounine à Rosa Luxembourg, de Gramsci à l'école de Francfort ou Henri Lefebvre, qui s'écartaient peu ou prou du dogme d'une internationale étatisée? Une première erreur manifeste est dans le manifeste de 1848, l'affirmation tellement imprudente d'un caractère scientifique de la doctrine marxiste. Le contenu de vérité des analyses de Marx qui tentaient de reprendre les méthodes rigoureuses des sciences exactes, dépassait les tentatives théoriques de Smith ou Ricardo, bloqués par leur allégeance à l'inégalité existante. Il ne pouvait s'affranchir de l'état des connaissances de son époque comme du caractère irrémédiablement littéraire, idéologique, des approches économiques et philosophiques, quelles qu'elles soient. Le mimétisme scrupuleux de la rigueur des sciences exactes dans les observations, les imaginations, les formulations, est impuissant à remplacer en sciences humaines l'exactitude mathématique et les processus expérimentaux du modèle. Si les statistiques financières ou sociologiques fournissent des ingrédients utiles, les concepts que les économistes peuvent en tirer n'ont jamais la rigueur indubitable d'une équation. Si l'histoire expérimente globalement les utopies en vraie grandeur, faut-il encore que leur récit historique soit débarrassé de tout présupposé idéologique,
ce qui est singulièrement difficile, même un siècle plus tard, en raison de conflits d'intérêts persistants. Les ravages commis par cette hypostase d'un prétendu caractère scientifique autoproclamé du marxisme furent dramatiques quand le pouvoir échut à des dictateurs limités voire schizophrènes comme Staline ou séniles comme Mao, totalement dépassés par l'inadéquation des moyens et situations russes ou chinois aux perspectives d'émancipation mondiale revendiquées. Ainsi du rôle historique de la classe ouvrière, manuelle, historiquement expérimenté près d'un siècle durant et dont tout montre que pour quelques dirigeants de talent issus de la base, l'encadrement ouvrier de l'État socialiste par les hommes de marbre de la nomenclatura, comme celui, toute proportion gardée, des collectivités locales communistes en France, donnait la part belle aux insuffisances non seulement de la formation mais parfois aussi des capacités personnelles. La tentative sympathique de Jacques Rancière de réhabiliter, face aux théoriciens ou leaders, la spontanéité des capacités ouvrières à frayer leur propre voie d'émancipation, pêche par un défaut d'examen du milieu des prolétaires contemporains. Les sympathiques, et très rares ouvriers lettrés de 1830 lisaient Saint-Simon à défaut de Marx. Le préalable dans les deux cas était donc bien l'existence d'une intelligentsia. Longtemps crédible, la promotion spontanée de cadres ouvriers capables de se hisser à l'intelligence historique a cédé depuis devant l'extension de l'éducation nationale et son écrémage des meilleurs fils d'ouvriers pour une promotion sociale individuelle où s'est souvent noyée la volonté contestataire. Mon activité quotidienne pendant 3 décennies au sein de collectivités locales à direction ouvrière m'a blindé de constats d'un vécu imparable. L'effondrement communiste à l'ouest comme à l'est n'est pas étranger à ce phénomène de sous-formation, sous-sélection, résultat dramatique de l'oppression séculaire quand bien même le diplôme n'est jamais le talisman garantissant expertise et pertinence. La promotion dans le parti, ou l'État, se faisait davantage sur les critères du suivisme que du talent. Cette illusion de Rancière n'est pas sans rappeler les anciennes campagnes du PCF contre l'idéologie des dons, amplifiée par les syndicats d'enseignants visant à gonfler les effectifs quand bien même 30 ans après, non seulement le niveau moyen n'a guère progressé mais comme la CISA le rappelle, l'éducation nationale, usine à gaz hermétique depuis un siècle à toute pédagogie vivante, ne cesse de régresser en dépit de la faible charge de travail et de ses sureffectifs. Qu'y a-t-il de commun entre l'utilisation des milliards de neurones d'un cerveau de physicien, quelques centaines d'individus, qui maîtrisent la physique quantique des champs et celle de millions de bacheliers? La réalité des inégalités génético-biographiques est une évidence, ce qui souligne l'incapacité de la machine éducative bureaucratique, aux pédagogies bloquées en 1880, de former autre chose que les psittacistes de service public, toujours débordés. 80% d'une classe d'âge au niveau du bac, mais combien de têtes bien faites et d'esprits créatifs? L'enseignement répugne même à utiliser l'informatique dont la concurrence serait vite fatale au mécanicisme dans le gavage des oies, en dépit de l'irruption irréversible des MOOC. Que si peu d'êtres réellement cultivés, créatifs, sortent de l'usine à gaz de l'éducation nationale après 12 ans d'enfermement, est toujours un sujet d'immense étonnement. Ceux qui atteignent à une certaine compétence professionnelle le doivent souvent à l'héritage des habitus parentaux, Bourdieu. Il y a là sans doute une loi inhérente à l'humanité, l'aléatoire de la répartition des cerveaux exceptionnels, résultant du hasard génétique et biographique. Situation non fatale, capable d'évolution sous l'effet des progrès vers l'égalité sociale et les pédagogies vivantes. Marx ne peut se penser correctement si on ne s'intéresse pas en les critiquant, au concept de Nietzsche. L'utopie de l'homme total auquel Marx aspirait au travers de sa révolution communiste n'est pas sans lien avec le surhomme attendu par l'inspirateur de la révolution conservatrice dont on sait les prolongements funestes qu'elle comporte. L'hominisation est un phénomène contradictoire, dialectique. Le défaut d'une révolution allemande en 1918 en dépit de la boucherie de la Grande Guerre impérialiste a conduit à l'immense faux pas du bolchevisme, au maillon faible russe, reproduisant vite la régression du tsarisme dont l'horreur et la démagogie furent vite dupliquées par les fascismes, la suppression de la propriété privée des moyens de production en moins. Si les conditions de sa mise en œuvre ont été bouleversées, les objectifs centraux d'une mutation de la société n'ont pas beaucoup varié depuis mes années d'apprentissage. À l'évidence, la propriété privée des moyens de production, comme la liberté réelle, est toujours la question centrale sur la totalité du globe,
avec son corollaire longtemps négligé, que faire avec l'État? Régulateur des fourmillements individuels, organisateur indispensable de la vie collective mais par ailleurs outil oppresseur au nom des oligarchies autant qu'en son nom propre, générateur incontrôlable de l'épaisseur bureaucratique stérile qui enlise les développements, fige l'adaptation de L'. Espèce humaine aux aléas que son immortalité potentielle ne manquera pas de lui faire affronter. Les constitutions cadenassent l'évolution des nécessaires institutions et empêchent au besoin la représentation nationale d'en décider. Hubert Védrine peut bien déplorer les blocages français, réels, face aux mutations mondiales, la France au défi, Fayard 2014. Il partage le conservatisme farouche de ses frères dominants, d'État ou des firmes, dont la recette unique se résume à comment mieux pressurer le salarié. Si une France autogestionnaire devrait bien elle aussi tordre le cou au déficit qui l'obsède, une pensée politique mitterrandienne bloquée à l'enrichissez-vous de Guizot, 1830, ne sécrète le moindre brimborion d'audace imaginative qui puisse ouvrir des pistes vers une société post-capitaliste quelque peu désaliénée. 2008, la folie financière, le comblement du gouffre des profits bancaires par l'argent des impôts, l'austérité induite, il ne connaît pas, la dystopie écologique, l'inégalité galopante, la régression culturelle sous l'effet du mercantilisme, pas davantage. À l'autre pôle, radical, sévit toujours l'aporie renouvelée de la révolution selon Marx. S'emparer de l'État pour bouleverser tout aussitôt ses structures. Le socialisme réel de l'Est et les tentatives réformistes européennes ont achoppé certes de manière différente sur ce rôle de l'État, insuffisamment traité par un Marx, absorbé à plein temps par l'identification des mécanismes économiques de formation du capital à quoi il borna l'essentiel de son immense recherche. Après son combat contre les approximations chimériques de Proudhon ou de Bakounine niant toute nécessité d'une coordination étatique, il aperçut tardivement les dangers de l'étatisme, dénoncés de façon prémonitoire par le même Bakounine, en adhérant à l'originalité de la voie tracée par les communards en 1871. Lénine assimila un moment cette dimension à la lumière des soviets de 1905, mais à peine eut-il écrit l'État et la Révolution en 1917, que la tourmente révolutionnaire, la guerre civile et les retards démocratiques de la Russie lui firent vite oublier ce texte, jamais diffusé, malgré les déchirants appels à la raison de Rosa Luxembourg depuis sa prison social-démocrate. On connaît la suite horrible, après leur disparition et en 1922 la résistible ascension du paranoïaque moustachu et génocidaire. Une leçon historique flagrante, monumentale, devrait donc s'imposer. La propriété étatique des moyens de production n'a rien à voir avec le socialisme et elle ne peut en aucun cas secréter la démocratie. Elle érige une nouvelle classe dominante, celle des bureaucrates. Question toute bête. Comment envisager une propriété commune de l'économie en l'absence d'une démocratie extrême, accomplie, jusque dans l'entreprise, c'est-à-dire en dehors de sa gestion par les salariés eux-mêmes, directement, sans actionnaires ni bureaucrates, au travers d'une délégation de pouvoir la plus fidèle, la plus transparente possible. En dehors d'un État uniquement politique, vidé de son enflure, de sa coque bureaucratique au profit d'une pyramide vivante de délégation de pouvoir de la base au sommet? Une manière de pyramide fractale, calquée sur les réseaux sanguins qui irriguent à partir du cœur le moindre tissu du corps par l'arborescence de ses artères et artérioles. C'est ce qu'avaient compris les étudiants contestataires de mai 68, joignant dans leur mot d'ordre central ces deux stratégies inséparables. La lutte contre le capital au même titre que la lutte contre la bureaucratie. Cette formidable éruption révolutionnaire des futurs salariés intellectuels s'est enflammée à la mèche tendue par Henri Lefebvre, Debord, Marcuse et quelques autres philosophes. Embrasant vite le prolétariat, elle ouvrait les portes à une vraie piste stratégique. L'autogestion et le dépérissement de l'État. Au point que tous les partis de gauche avaient été contraints d'inscrire pieusement dans les années 70 cette revendication dans leur stratégie, avant de la dissoudre dans le programme commun de gouvernement par l'étatisation simili-brejnevienne, les nationalisations qui durèrent 2 ans, le temps de 3 dévaluations et d'une capitulation dans l'hyperlibéralisme. L'effervescence politique des milliers de citoyens avisés et sensibles pouvait faire surgir un autre personnel politique, désintéresser celui-là. Ils furent vite sédimentés aux méandres de l'histoire par le défaitisme des 2 grands partis de gauche conformistes. Le PS sombrant en 1983 dans la compromission avec l'oligarchie,
le PC coincé dans ses dogmes étatistes, survivant de la mendicité des écharpes aux éléphants roses, hésitant encore à opter pour une opposition radicale, malgré le coup de pied mélenchonien salvateur au fond de la piscine historique. Qu'est-ce qui, un demi-siècle plus tard, plombe l'unification de la gauche réelle transformatrice de Lindemann à Laurent, Joly, Besancenot voire Onfray? Sinon le refus de tous, par opportunisme électoral vis-à-vis du corps des fonctionnaires, 5 millions de voix, sans compter les conjoints, les retraités, de reprendre cette critique des méfaits de l'étatisme pique le capital. Celui-ci a au moins tendance à se développer, plutôt que de paralyser la société dans une obésité proliférante et calcifiée. Le magma radical de gauche a le mérite de maintenir une dénonciation salutaire de la nuisance oligarchique. Mais tous reprennent le refrain corporatiste. Défendre, étendre les services publics, lesquels chez nous pompent 56% du PIB, record mondial, contre environ 44% en Allemagne. Certes, il faut décompter la part de la redistribution sociale, 25%, mais gérer à quel prix? En grevant l'État, les collectivités locales, la sécurité sociale, les retraites, de déficits aggravés qui ne sont pas le seul résultat des prélèvements de l'actionnariat, ni de l'évasion fiscale qu'il faudrait naturellement juguler. Cet autisme politique ouvre grand les avenues à la démagogie fascisante de la famille Le Pen. Naturellement, il ne s'agit pas de cibler à la vindicte populaire les 5 millions de fonctionnaires. Salariés comme d'autres, ils sont les victimes de l'offensive sans précédent des propriétaires de moyens de production visant à reconquérir à la faveur de la crise tous les acquis sociaux qu'ils avaient concédés en 100 années de combat défensif. Leur action syndicale est donc parfaitement légitime, en l'absence de profondes réformes anticapitalistes. Le problème n'est naturellement pas dans leur psychologie individuelle mais dans le système fonctionnalisé, hiérarchisé, déresponsabilisant, proliférant, parasitaire, 1000 fois décrit il y a 40 ans, où ils sont encastrés. La permanence intouchable d'une mince couche des cadres supérieurs, énarques et autres IPC, peuplant les services publics, constitue, avec les élus sociodémocrates souvent de la même énarchie, le tissu en formation d'une classe exploiteuse de rechange, tout à la fois rivale et associée à celle des oligarques. En bas de l'échelle, le fonctionnariat est une solution individuelle à la menace du non-emploi, jamais une solution sociale, sauf à reproduire à terme l'impéritie et la pénurie soviétique enlisée dans ces 100% de fonctionnaires. L'avenir des services publics, au-delà des corporatismes, est dans la dissolution de ces monastères d'un autre âge et la fusion à égalité d'avantages, avec l'ensemble du salariat qui compte 92% des actifs, candidat de mieux en mieux crédible à la direction directe des affaires par l'autogestion concurrentielle, sur fond d'état dépérissant. Il suffirait qu'ils le veuillent. Parmi tous les analystes, tous les penseurs de la contestation, quelle que soit la pertinence de leur apport, aucun n'ose en France ouvrir cette 8e porte, s'interdisant ainsi toute réflexion sur l'origine, le rôle, le traitement de l'État. Ce petit pays qui est le mien, je l'aime beaucoup, chante-t-on au Cap-Vert. La France a les moyens industriels de produire une richesse inouïe, de la partager équitablement en améliorant lentement la RTT au rythme de l'automation. Sa bourgeoisie étale son incapacité à défendre le patrimoine industriel national, comme de s'opposer à la fascisation rampante. 30 000 ronds-points inutiles mais seulement 12 000 robots industriels, beaucoup moins que l'Allemagne et même l'Italie, clé pourtant du maintien d'une industrie compétitive au nord. Disposant de riches traditions révolutionnaires et d'un peuple de militants, divisés mais toujours actifs, la gauche radicale, empêtrée dans son obstination étatiste, est empêchée de développer une politique crédible. Cette absence de perspective peut conduire au fascisme comme en 1920. Tony Negri avec Michael Hart dans leur déclaration « Raison d'agir 2013 » trace une perspective libérée, en s'appuyant sur une synthèse remarquable des mouvements populaires des Occupy Wall Street, des Grecs, Tunisiens, Égyptiens, Espagnols, banlieusards de nos UP, si divers et tous mus par la volonté de se sortir de ce qu'ils désignent comme les 4 oppressions, Homme de sa multitude, on peut aussi dire le salariat 99% contre 1%, est aliéné selon les 4 facettes, il est sécurisé, endetté, représenté, médiatisé. Seule la prise en main directe de son destin par la démocratie participative d'en bas peut lui ouvrir un chemin libérateur. Tony Negri insiste sur le double combat contre l'oligarchie et les bureaucraties électives.
Sans doute peut-on regretter une certaine sous-estimation du rôle autonome et décisif de l'économie, de sa spécificité dont la complexité rigoureuse permet d'offrir aux nations industrielles un niveau de vie inégalé, qu'il ne faut pas confondre avec l'état rédhibitoire du régime capitaliste qu'il a porté. L'horreur économique, incontestable, est aussi l'excellence économique, non moins évidente. L'avenir de l'hominisation ne peut donc se projeter que dans la conservation de la discipline d'entreprise, appuyée sur la concurrence d'un marché, socialiste, autogestionnaire cette fois. Sinon, Negri le rappelle, c'est retomber dans les errements soviétiques ou social-démocrates de l'Ouest. Il est donc urgent de relire les bons auteurs des années 70, excités alors par l'effondrement soviétique prévisible. Debord, Castoriadis, Lefort, Henri Lefebvre, Poulantzas, etc., où ces idées abondent. L'apport du courant anarchiste est précieux, comme en témoigne l'intuition prémonitoire de Bakounine, dénonçant dès les années 1850 comment la politique du Marx du Manifeste, inclinant aux nationalisations et au parti unique, messie prolétarien et scientifique, conduirait fatalement à la dictature d'un parti puis à celle d'un homme. Cependant, dans la construction d'un avenir révolutionnaire possible, les libertaires échappent au problème de l'État par une fuite en avant décrétant sa suppression immédiate. Ce qui est nier une évidence, l'extraordinaire et inéluctable complexification en soi des sociétés industrielles hautement développées, certes tenaillées par l'aliénation, l'artificialité des manipulations consommatoires qui forcent la clientèle avec les outils de décervelage mis au point par les oligarques. Mais tant que tout ne sera pas automatisé, l'organisation complexe, quasi militaire de l'économie est une nécessité préparatoire à cette automation. Les entreprises spécialisées dans les services étatiques, sans aucun doute bien plus efficaces que les matelas fonctionnalisés, ne pourraient toutes s'autoréguler spontanément par la loi de l'offre et de la demande dès qu'il s'agira de long terme, de besoins non immédiats, et quand bien même on constaterait enfin la disparition de la course excessive au profit individuel, de l'inégalité scandaleuse de 1 à 1000 des revenus, du trucage publicitaire. Nul ne peut dire comment supprimer d'un coup de baguette magique les banques, les bourses, le ministère des Finances et leurs prolongements internationaux, comme la masse de réglementations superfétatoires. Une monnaie unique reflétant toutes les monnaies nationales ne verra jamais le jour spontanément, elle ne peut être que le résultat d'une très longue négociation internationale, elle est cependant indispensable à terme à la survie du globe. La nature profonde de l'être humain, à la fois contradictoirement et inséparablement collective et individuelle, nécessite une institution globale, volontaire, rationnellement construite mais sauvegardant une essence organique qui aménage les conditions où la créativité de la contradiction singulière plurielle puisse se déployer. La rationalité humaine peut accélérer les rythmes de la sélection darwinienne dont l'inconvénient est un temps de réponse extrêmement long, quasi cosmologique. Inversement, une tabula rasa irresponsable et chaotique de l'État ne conduirait qu'au chaos, à l'inertie, au conformisme face aux foutoirs qui s'emballent, voire la Syrie, l'Égypte, la Libye, le Mali, etc. Le problème est donc de réinsérer l'expérience anarchiste, elle aussi jusqu'ici historiquement stérile, une fois ces impasses rationnellement critiquées, dans la réflexion du changement de société vers l'égalité et l'épanouissement de la démocratie jusqu'à ses limites extrêmes, asymptotiques, dépassant enfin le carcan construit il y a 2 siècles par nos ancêtres sans culottes. ETE accent aigu 2013, Jean-François Kahn propose sa solution intéressante. Une nuit du 4 août où oligarques et technocrates abandonneraient ensemble leurs privilèges sur l'autel d'une nation réconciliée. Dépêchons-nous auparavant de reprendre la Bastille et sinon de le raccourcir, de renvoyer Hollande à Tulle inaugurer les chrysanthèmes. Pour ma part, j'apporte au débat de modestes ingrédients. Outre quelques lectures vivifiantes, 40 ans d'expérience politique et professionnelle jamais résignée à l'interface entre l'horreur économique du privé, Bouygues, Vivendi, Eiffage, et l'apathie, le laxisme, l'absurdité kafkaïenne du bureaucratisme d'État. Dans un secteur particulier, celui de l'édification de la ville qui est l'activité essentielle des collectivités locales, le lieu où s'enracine, s'ossifie l'édifice étatique comme la vie quotidienne. Les maires devenant députés sont protégés à vie par les douves et barbacanes de l'institution bureaucratique municipale, quasi indéracinable, infiniment adaptable à la gauche docile ou à la droite pragmatiste, distante parfois d'un cheveu. Le matelas confère ses défauts à ses propriétaires,
et vice-versa. Leur culture urbaine se borne au repas d'affaires avec les commerciaux de Bouygues, et à l'écoute flemmarde du baratin copié-collé des hauts cadres. L'urbain est un secteur important de l'économie. Lui sont indispensables des circulations, des aires spécialisées pour que les liaisons s'établissent, des normes pour huiler les rouages. Les habitats pour que les gens consomment. Les activités pour qu'ils produisent et perçoivent un salaire. Des quartiers d'affaires, de négoce ou de distraction. Des semblants de succédanés de la nature, entourés de grilles. Des hôpitaux, des casernes CRS ou pompiers. Les crises spéculatives comme la bonne santé économique ont souvent pour origine le secteur du bâtiment, lieu privilégié de la spéculation. Pourquoi se limiter à 5 étages si on peut rentabiliser son terrain avec une centaine ? Si le terreau de l'accession s'assèche, faute de revenus suffisants, pourquoi ne pas vendre à crédit même si l'acquéreur n'est pas solvable ? Pourquoi ne pas accroître son profit d'entreprise de 50% d'un coup, si l'élu se laisse acheter ? Last but not least, l'intérêt scientifique de l'urbanisation, c'est que l'observateur peut faire le constat des rapports sociaux en action sur des objets tangibles, physiques, minéraux, préhensibles, fer, bitume et béton, qui sont le résultat, la cristallisation de la collaboration agitée, de la fine osmose traversée de contradictions entre l'État et le mode de production, entre l'hydre bureaucratique et la sauvagerie des rapports des deux classes fondamentales, entre les chacals de la classe dominante, avec en toile de fond quasi invisible les agitations éplorées des artistes constatant la ruine de leur essence dans l'urbanisation bovidée en cours. Comme l'État, l'urbain qui en est la sécrétion recouvre cette jungle à deux niveaux, oligarchique et bureaucratique, par des idylles à prétention éthique, voire utopique. Il s'agit toujours de traitement objectif des problèmes urbains au service de tous, au-delà des contradictions sociales internes. On peut par exemple trouver l'essence des phénomènes urbains dans l'histoire des théories successives de l'urbanisme, Françoise Choët, et seulement là. Comme celle de l'État dans les élaborations des juristes sous les Louis successifs, Pierre Bourdieu. Si elle constitue bien un pan de l'explication réelle, pour l'essentiel elle demeure des tentatives après coup pour encadrer rationnellement et donner un parfum d'intérêt général à un développement qui a d'autres motivations, d'autres axes autrement organiques, profondément ancrés dans les contradictions sociales, ceux de l'intérêt privé. Certaines théories se concrétisent, d'autres disparaissent. Le XXe siècle urbain aurait été autre si on avait suivi Frank Lloyd Wright dans ses Broadacre Cities qui intégraient la croissance moderne, y compris autoroutière, dans des quartiers pensés, proxémiques, verts, mixtes et équilibrés plutôt que le laisser-faire chaotique des banques. Ou bien Jane Jacob qui bataillait aux USA dès les années 70 pour la mixité fonctionnelle et sociale des quartiers, contre la folie uniformisante des promoteurs incultes et bureaucrates bornés. La France la lisant aurait pu s'éviter ces grands ensembles sinistres, en adoptant son modèle prudent humain ou bien ceux des Camillo cités, Gaston Bardet ou Henri Sellier plutôt que le totalitarisme corbussien et sa ségrégation spatiale et sociale, son agenouillement devant la grande production de séries, aggravé par la lecture simpliste de la Charte d'Athènes par les prix de Rome des 30 glorieuses assoiffées de profit trop facile et davantage encore par le corps des ponts et chaussées qui la réduisit en catéchisme. Ces bonnes solutions n'ont pas eu lieu, sauf en quelques rares oasis. Parce que le Corbusier semblait mieux répondre au Fordisme, à la standardisation, à l'hygiénisme répresseur, au zonage des pauvres, à la simplification affairiste de la société de consommation, comme à l'émergence des totalitarismes des années 20 qui tentaient de prévenir l'hydre révolutionnaire moscovite par une réaction sans précédent. On essaie aujourd'hui de réhabiliter ces funestes théories parce que le lobby de l'industrie et de la banque a toujours faim de béton. Grand pari des 30 gares spéculatives aux projets misérables signés par de fausses vedettes. Les murs parlent, l'aliénation sociétale est coulée dans le béton, plus difficile de la noyer dans l'idéologie. Mais pas impossible. L'appareil médiatique des VRP du pire excelle à incruster dans toutes les têtes les modèles qu'il convient de trouver chouettes pour être dans le vent de l'escroquerie publicitaire. Or la sensibilité personnelle, meilleure si elle est renforcée par une culture réelle de l'art architectural et urbain, denrée rarissime, les yeux demeureront clos sous la cataracte du mauvais goût, de l'informe, d'une laideur qui ne sut que son fric. Aveugles, ils n'y verront rien, ne connaissant pas la vraie ville qui ne règne qu'en utopie, ils ne sauront déceler l'antiville de la crétinerie offensante où on les oblige à vivre.
Il faudrait la soumettre au laser de la critique, comme jadis celle de Schein ou d'Emmerich. Mais où donc est passée la critique anticonformiste qui sortent de l'échange poli de Salam Alex et bouquets de roses fanées? Cette voie n'est pourtant pas sans espoir, la chrysalide de l'aliénation peut être brisée. D'autres périodes l'ont fait qui étaient mieux vivantes. Les années post-68 bouillonnaient de débats sur la ville. Les citoyens aliénés par des médias, gangrenés par la publicité, sont les mêmes qui s'extasient en vacances sur la magnificence des habitats pré-capitalistes aux Cyclades, en Toscane, au Mzab, chez les Dong ou les Miaos. Leurs bâtisseurs, avec des moyens techniques rudimentaires, savaient tramer des rêves de plaisir quotidien, de bonheur paisible dans leur propre environnement. Les moyens techniques sont décuplés, l'agrément de la ville a pris le chemin rigoureusement inverse, l'effondrement technocrate. Mais nos citoyens ne parviennent pas à faire cette translation de la pensée agissante. Pourquoi, avec des moyens technologiques multipliés, avec des formations d'architectes sélectives et cossues, des institutions innombrables, bardées de références historiques et d'armes législatives, sommes-nous parfaitement incapables de transférer ce souci du sensible à la cause essentielle du moins de malheur humain? Un environnement empathique et beau, digne de notre temps, celui d'Internet et du boson de Higgs. Plutôt que ces alignements de façades blêmes et ordurières, conçus pour les seuls besoins d'une plus-value sans anicroche, pas moins de 15%. 1968 avait furieusement démoli la monstrueuse idéologie des UP. Le ministère paye des études aujourd'hui pour les réhabiliter esthétiquement, parce que les collègues ignorent enfin. Il faudrait de rechef tartiner nos villes et nos banlieues de gratte-ciel plus juteux en honoraires. L'antiville du technocrate au front de taureau, Bouygues versus ANRU, direction de l'architecture versus bureau d'urbanisme municipaux, super dense, muette, inexpressive, informe, illisible que l'oligarchie boulimique impose à tout l'Hexagone, affiche son message unique. Recopier la norme, faites du fric, exploiter le prochain, mutiler les hommes en annihilant leur vision. Oui, on trouve par-ci par-là, en cherchant bien, un petit collège aux façades un peu léchées, un petit bâtiment d'activité au bardage coquet, pimpant, juste de proportion, faut encore les trouver. En logement, plus rien depuis 20 ans, désert des Tatars de la promotion, comme le montre Monique Eleb dans son livre sur le logement contemporain. Il n'y a aucune fatalité à une telle déshérence. De 1974 à 1994, nous avons parsemé le 9-3 de dizaines d'exemples de réussite urbaine, quartiers et équipements. Nous n'étions pas les seuls, de nouvelles pratiques naissaient en Isère, en Basse-Normandie, dans le Nord, en Bretagne, etc. On a donc décidé il y a 20 ans de fermer ces boutiques trop créatives. Triste anniversaire. Dans l'inégale bataille, c'est le corps des ponts et les trois gros du BTP qui ont gagné sur la frêle cohorte des concepteurs et aménageurs publics inspirés. Ce sont les architectes affairistes, substituant l'éthique à l'éthique, souvent anciens barbus bavards de mai 68 qui n'ont jamais eu la moindre idée sur une composition de volume propre à faire naître l'émotion, les derniers 20 ans de Grand Prix, qui ont écrasé la chétive phalange des artistes d'une ville proxémique, empathique et belle. Pendant ce temps, les collectivités locales ont vu gonfler les effectifs de services d'urbanisme affairés à enfumer le citoyen citadin, à verrouiller la médiocrité déferlante, effectifs redoublés dans des communautés urbaines mêmement stériles. Comme dans ces autres domaines, l'action publique a vu s'accélérer l'ascension d'une nouvelle classe de mandarins, élus professionnalisés et hauts fonctionnaires, exploiteurs conjoints ou rivaux des oligarques. Quoique j'ai toujours pu découvrir dans mes périlleux périples, des fonctionnaires armés d'une foi éthique, ouverts, prêts au dynamisme sur lesquels appuyer une action résolue. Les grandes réformes essentielles seraient donc une loi étendant les compétences des comités d'entreprise à l'ensemble de la gouvernance, en échange d'une loi réformant le statut de la fonction publique vers des structures autogérées et concurrentielles, une loi institutionnalisant des comités de quartier souverains, pas plus de quelques milliers d'habitants, fondant une démocratie de bas en haut, fractale, vivante, aux acteurs sans cesse renouvelés, une fiscalité écrasante frappant la publicité, la spéculation et à l'apostrophe. Héritage des patrimoines, des audits systématiques de toutes les administrations impavides, un amaigrissement obstiné de toutes les structures stériles, etc. Chapitre 1 Métaphilosophie d'Henri Lefebvre. En 1956, le 20e congrès du Parti communiste de l'URSS annonça l'effondrement de la première expérience de socialisme réel, dévoyée dès la maladie de Lénine en totalitarisme stalinien,
antinomie exacte de l'émancipation humaniste de Marx qui prolongeait les Lumières en affirmant que les luttes de classe sont le moteur de l'histoire. Le pari de Lénine, attendant désespérément le relais d'une hypothétique révolution allemande, hélas vite écrasée par les sociaux-démocrates, enfantera une révolution prolétarienne sans prolétaires. En URSS, en 1928, ils ne sont que 3 millions, soit environ 4% des actifs, la frange urbanisée des paysans analphabètes. Par contre, on décompte déjà 3 millions de fonctionnaires dont nombre d'anciens prolétaires, ceux qui n'étaient pas morts dans la guerre civile, remplacés dans les usines par des moujiks déracinés, voire par des membres des ex-classes dominantes. Juste avant de mourir, Lénine avec sa nouvelle politique économique, la NEP, diminuera sensiblement ses effectifs, avant la contre-révolution stalinienne qui y entassera à la fin des années 30 la totalité des salariés soviétiques. Cette aporie est superposée à une chimère de Marx. Confiée à une classe ouvrière érigée en messie, bien que privée de culture par son exploitation, la tâche prométhéenne d'édifier une société entièrement nouvelle, cimentée par l'affirmation gratuite d'un caractère scientifique de la théorie, décrété par un dieu rentré par la fenêtre, Saint Karl Marx, embaumé ensuite dans la doxa stalinienne. En 1965, paraît un essai remarquable, Métaphilosophie de Henri Lefebvre, Sileps 2000. Le philosophe venait d'être écarté du Parti communiste français pour avoir lu à Berlin en allemand le discours de Khrouchtchev dénonçant les crimes de Staline, quand le PCF de Thorez, muré dans son stalinisme, en contestait l'existence. Une nouvelle période pouvait s'ouvrir. Libération de la pensée marxiste de son carcan dogmatique et débile, essor des révolutions tiers-mondistes, nouvelle perspective de changement en France, inévitable contre-offensive des idéologies bourgeoises. Lefebvre était soucieux de ne jamais se couper du PCF qui, malgré ses tares subjectives et son penchant grand russe, demeurait le lieu objectif d'une union des masses ouvrières, dans lesquelles rien n'était possible avec la pointe avancée de l'intelligentsia contestataire. Il engage donc une réflexion remarquable en tentant de confronter un marxisme débarrassé de la doxa stalinienne et renouant avec sa veine critique, Rosa Luxembourg, Gramsci, Trotsky, École de Francfort, etc., aux principaux courants des idées contemporaines, afin de réinsérer l'œuvre de Marx dans la pensée philosophique, sans gommer son tournant décisif de la spéculation métaphysique à la philosophie d'action concrète. Critique politique, économique du monde réel pour entreprendre sa transformation grâce à une praxis révolutionnaire. Non sans prendre le risque de se laisser déporter sur sa gauche ou sur sa droite, ou d'être impressionné par le succès théorique éphémère des modes idéologiques du moment, structuralisme, freudisme, ontologie, etc. Métaphilosophie connaît un sort étrange. Sitôt paru, il est effacé à l'époque par le succès de librairie des deux ouvrages de Louis Althusser, autre professeur marxiste. Dans Lire le Capital et pour Marx, il tente de répondre en communiste et universitaire scrupuleux, aux troubles profonds créés par l'effondrement du dogme stalinien. Fort de l'autorité de l'école normale supérieure dont il est le caïman, il se nourrit des courants modernes qui sous la poussée des sciences s'enflamment alors pour le structuralisme, linguistique, biologie, anthropologie, psychanalyse, cybernétique, voire urbanisme, etc. Il pense y découvrir des relais pour refonder le caractère scientifique du marxisme, imprudemment professé par Marx et Engels, mis à mal par la praxis catastrophique d'un demi-siècle de totalitarisme comme par la critique rigoureuse de Popper. Dans son entreprise, Althusser n'échappe pas à la spéculation métaphysique quand il fourbit des concepts dichotomiques frisant un idéalisme qu'il récuse, ainsi du concept central, emprunté à Bachelard, de coupure épistémologique qu'auraient constitué les découvertes d'un Marx mûr par rapport à sa pensée de jeunesse, trop hegélienne et bourgeoise, jetée aux oubliettes sans autre procès. Il avance les concepts de production théorique, d'appareils idéologiques d'État, etc. Gauchisant un marxisme rigidifié à l'aide de la systématisation structuraliste, il refuse les origines hegéliennes visibles dans les thèses du jeune Marx sur une aliénation qu'il bannit. Dans le chaudron de sorcière de mai 1968, ces thèses connaîtront d'un certain succès mais surtout un peu plus tard, dans les années 70, au PCF même, autour de Roland Leroy et de la Nouvelle Critique, alors à la recherche brouillonne des apostrophes. Un radicalisme antisocialiste, appuyé sur un néo-sectarisme décalé du réel qui aurait dû leur permettre de revenir sur la funeste politique du programme commun,
grâce à laquelle le PS de Mitterrand entreprenait gaiement la liquidation du mouvement communiste, puissamment aidé en cela par la sclérose irrémédiable de ce dernier. L'idylle avec la direction du PCF tournera court. Althusser, dans sa rigidité scientiste, entendait aussi rompre clairement avec l'héritage politique stalinien, y compris avec ses résurgences tenaces au sein même du PCF. Le roi dont Anicet Leport reconnaît qu'il aurait fait un bon secrétaire général, y perdra en 1968 pour son soutien à Debsec, la partie face à un Marseille au passé douteux, à l'intellectualité limitée mais soutenue par le carré des dinosaures pro-soviétiques, Duclos, Biot, Canapa, Plisonnier, etc. L'althussérisme suscitera les contre-offensives empiristes des Foucault, Bourdieu, Deleuze, dirigées contre un marxisme perçu comme un bloc homogène identifié à la banquise stalinienne, vite dépassé par l'entreprise médiatique des nouveaux philosophes du creux de la vague, BHL et les autres, zélés supplétifs de l'hyperlibéralisme revanchard visant la liquidation de toute rationalité révolutionnaire. La métaphilosophie connaît un sort étrange et contradictoire car, professeur de sociologie à Nanterre, avec comme élève le mouvement du 8 mars de Cohn-Bendit, détonateur du mouvement de mai, sa vision dégage des perspectives nouvelles à l'action révolutionnaire des masses, avec d'autres auteurs tels Marcuse et son homme unidimensionnel ou les précieuses publications par Maspero des classiques de la contestation anarchiste ou trotskiste. Le point de vue de Lefebvre est à l'opposé théorique de celui d'Althusser. Tout en si intéressant, il critique le structuralisme, dénonce son refus de l'historicité et du thème de l'aliénation, d'origine hegélienne mais revisité et transformé de fond en comble par un Marx matérialiste. Elle n'est plus cette fois le résultat de la trahison de l'idée absolue dans l'empirie mais celui concret de l'exploitation capitaliste. 2 ans avant La Société du spectacle, œuvre emblématique de son élève et ami situationniste Guy Debord, il parle déjà de spectacle comme constituant de l'aliénation capitaliste. Dans la consommation de masse et les masses médias, la mimésis se réduit à la reproduction stéréotypée du même, technocratie contaminée elle-même par la rapacité bourgeoise. Autant dire que ces comburants explosifs sont mis dangereusement à la portée des réserves d'oxygène de la fac de Nanterre puis de la masse étudiante du quartier latin, qui provoqueront en mai, avec la contestation ouvrière ébranlée par sympathie, une formidable explosion contre le capital et la bureaucratie, à laquelle il manquera pour être victorieuse, l'appui sinon de la classe ouvrière en soi mobilisée dans la grève, celui de la classe pour soi, conscientisée, accaparée à l'époque par les attardés soviétophiles ou par les impérissables tenants de la gestion loyale du capitalisme, repris en main par le bourgeois Mitterrand. Presque un demi-siècle plus tard, la métaphilosophie garde le même contenu explosif et fécond. Nombre des ingrédients extérieurs sont toujours présents. L'effondrement soviétique s'est confirmé sans la moindre exception. C'est même un des faits historiques capitaux depuis 1965, l'expérimentation, hélas destructive, enfin scientifique par sa globalité, en vraie grandeur, d'une erreur monumentale de prédiction. Le socialisme par le haut, par l'étatisation n'est qu'une caricature, cela ne fonctionne nulle part. Lefebvre l'avait compris comme Marx lui-même après la Commune de Paris. Voire même Lénine un moment dans l'État et la Révolution, hélas vite oublié dans l'URSS post-tsariste de la guerre civile mais surtout par Rosa Luxembourg, critiquant en 1917 les dangers du parti unique et de la suppression de l'Assemblée nationale élue. Curieusement, cette expérimentation historiquement et donc statistiquement scientifique, dont l'évidence douloureuse crève les yeux, ne semble pas avoir touché l'intelligence sélective des troupes de l'extrême gauche française, censées exercer aujourd'hui la praxis révolutionnaire dont parle Hachel. Nouvelle expérience mondiale. 2008 a vu l'échec planétaire éclatant de l'ultralibéralisme comme système, bien qu'il ait su agir beaucoup plus efficacement que le dogmatisme post-stalinien pour rattraper l'inégalité de développement du tiers-monde. Il est facile de hurler sur l'aggravation des inégalités en Chine, fait incontestable souligné par l'apparition des milliardaires au comité central du PCC. Si on ne mentionne pas en même temps qu'un demi-siècle de maoïsme dogmatisé n'a même pas esquissé ce que le capitalisme étatique chinois, malgré ses aspects repoussants, a réussi en 20 ans. Porter quelques centaines de millions de citoyens misérables à un niveau de vie qui se rapproche de celui du Nord. Le PIB par salarié industriel chinois se situe désormais à 67% de celui des USA.
La crise où on conduit 20 ans de triomphe planétaire du capitalisme ultralibéral montre cependant la véracité implacable des traits essentiels de la critique économique et politique par Marx. La baisse tendancielle du taux de profit, conséquence inéluctable de la mécanisation, conduit un productivisme aveuglement concurrentiel vers une hypertrophie spéculative dont la seule issue est l'explosion des bulles financières et dans la foulée à la crise économique, comme on a vu en 2008, et depuis. Celle-ci ne résulte plus seulement de la mécanisation, mais aussi du remplacement des services, la part répétitive du travail intellectuel étant en croissance impétueuse par l'ordinateur et Internet qui suppriment à tour de bras les anciens emplois, si on garde le même temps de travail légal. Les Chinois, historiquement dépourvus de toute expérience démocratique, sauront-ils inventer maintenant la leur ? On peut en douter. Il n'y a pas suggestion causale absolue, univoque entre le niveau de vie et l'apparition de la démocratie, autre leçon du siècle écoulé. Encore moins d'articulation entre la socialisation étatique et une hypothétique apparition ultérieure de la démocratie. Ce sont deux processus largement autonomes, interconnectés qu'à des degrés relatifs et seconds. C'est pourquoi l'existence de l'Europe unie désunie, démocratique et cultivée, aussi ringarde et ultralibéralement mal engagée soit-elle, demeure globalement si précieuse pour le destin de l'humanité comme exemple démocratique sinon abouti cependant le moins inabouti. Il est pourtant des successeurs d'Althusser à l'écriture habile, qui malgré l'évanescence de son influence, s'obstine à relooker des concepts métaphysiques faussement marxistes, en faisant le grand écart entre la théorie des ensembles, Saint-Paul ou Mao. L'extrémiste Alain Badiou est bizarrement un penseur abondamment publié, ins oblige. Sans minimiser l'ouverture de ses éditeurs, force est de constater qu'il ne gêne pas grand monde au CAC 40, ses thèses étant situées strictement hors du réel. Plus il plaide la résurrection d'un communisme théorique virginal, plus il enfonce la cause réelle de l'émancipation humaine. Le communisme est un cadavre théorique à traiter comme tel. Son expérimentation se nomme le goulag. Asséné contre toute évidence que la révolution culturelle chinoise fut un formidable mouvement de la base plutôt qu'une sinistre manipulation de la jeunesse par les hiérarques du bureau politique du PC chinois réglant leurs comptes bureaucratiques en une vague obscurantiste totalitaire et sanglante, fausse contestation finalement écrasée par l'armée, peut difficilement ouvrir ici les pistes à des sorties de crise crédibles. Guy Debord, dès 1967, La planète malade Gallimard, 2004, avait exactement caractérisé la révolution culturelle pour ce qu'elle fut. Le conflit entre deux groupes de la bureaucratie exploiteuse, les réalistes et les dogmatiques, manipulant les jeunes et l'armée pour imposer leur propre pouvoir, suite au désastre économique et humain de la politique maoïste du grand bond en avant. Nul doute que la majorité des Chinois d'aujourd'hui seront plutôt du côté du réaliste Deng Xiaoping, des vainqueurs pragmatiques de la faiblesse des niveaux de vie contre les dogmatiques maoïstes des camps de travail, dont on commence seulement à envisager la fermeture. Les plus stupides, des gauchistes, ont cru qu'il y avait quelque chose de culturel dans cette affaire, jusqu'en janvier où la presse maoïste leur a joué le mauvais tour d'avouer que c'était depuis le début une lutte pour le pouvoir. GD. Dans leur très sérieux ouvrage, Marx, prénom Karl Gallimard, Pierre Dardot et Christian Laval reviennent longuement sur ce débat marxiste des années 60, révisionniste contre structuraliste, pour simplifier entre Henri Lefebvre et Louis Althusser. La critique acerbe de certains glissements partisans dans les traductions de Marx par mon homonyme Jean-Pierre Lefebvre, qui fut althussérien, témoigne de leur choix. Les auteurs s'efforcent, après d'autres, de replacer Marx dans la continuité de la pensée de son époque, socialiste française, économiste anglaise et philosophique allemande, à l'aide d'une érudition et d'une exigence logique remarquables. Seul étonnement, bien qu'un des auteurs enseigne à Nanterre, Henri Lefebvre n'a visiblement pas davantage de chance avec eux, aucune référence ni à métaphilosophie ni dans ses 800 pages à l'œuvre considérable d'un des meilleurs marxistes français du siècle dernier, à la culture encyclopédique, connaissant Hegel, Nietzsche, Freud, Sartre ou Lévi-Strauss, à son défrichage d'une pensée marxiste sur la ville, etc. Curieux. Sans doute aussi pourrait-on les quereller sur l'usage privilégié de certains termes inédits, qui n'ajoutent parfois pas grand-chose à la pensée. Présupposition hegélienne ou hypothèse ? Plus de valeur ou plus-value ?
S'il rappelle heureusement dans le chapitre historique sur la Commune de Paris comment Marx avait modifié ses positions et fait siennes les perspectives de destruction d'un État bourgeois substituable par l'autogestion, dans leur conclusion, pourquoi reporter les échéances vitales? La vraie démocratie n'est pas pour demain, elle commence dès aujourd'hui dans les pratiques politiques du prolétariat, comme s'il n'y avait pas une nécessaire unité dialectique entre les deux processus, stratégie politique et conception du parti, comme si la détermination d'une stratégie pertinente n'était pas centrale et urgente face à la crise générale engagée, comme si l'organisation historique en partie masquait quelques solutions miracles démocratiques à soudain révélées. Il passe ainsi à côté de la vraie question posée aux révolutionnaires d'aujourd'hui. Que faire de l'État oligo-bureaucratique et de ses 56% de prélèvements sur le PIB, record mondial de notre si cher hexagone? Puis, dans un autre passage, il condamne d'un trait les positions intéressantes de Jacques Bidet sur la possibilité d'un marché socialiste. N'y aurait-il donc aucune autre solution d'avenir que l'étatisation calamiteuse, le plan central, les nationalisations stupidement revendiquées par le Front de gauche et le NPA qui semblent n'avoir rien appris ni rien oublié? 1983. 3 dévaluation et basculement hyperlibéral. On croit sentir le poids corporatiste des dirigeants des syndicats de fonctionnaires. L'étatisme fût-il socialiste ou édulcoré, conduit à l'échec historique assuré. L'ultralibéralisme rapproche chaque jour l'imminence de ces catastrophes. Dès lors, il n'est plus aucune issue émancipatrice sans que soient traités l'un et l'autre problème comme le firent Marx, Henri Lefebvre et les foules de mai 68 manifestant contre le capitalisme et la bureaucratie. On peut tenter de théoriser autrement, comme Negri et Holloway, en substituant aux thèmes anciens ceux de l'opposition entre deux mots, par exemple empire et multitude, concept bien flou, substitué à oligarchie capitaliste, 1%, et immensité du salariat, 92%, mais en perdant au passage nombre de concepts précieux du marxisme, toujours efficients. Ainsi Jacques Weinstein, après Castoriadis, nie la tendance à la baisse du taux de profit et invente une révolution du capital après 1968 qui, en autoproduisant le profit par génération spontanée et jeu d'écriture comptable, dispenserait désormais de réaliser l'hégémonie du salariat. N'est-ce pas abaisser la capacité de résistance des masses citoyennes, écrasées par la domination des oligarchies financières ou étatiques, en leur présentant des leurs plutôt que l'ingrate entreprise politique de la critique obstinée des démagogies socialistes ou lepénistes? De leur côté, le radicalisme affiché, le tribunicisme étatique de Mélenchon et du PCF ne font qu'obscurcir les consciences salariales, retarder les prises de conscience, jeter les foules dans les bras du Front National. Déjà dans les années pré-1968, l'analyse féconde mais pessimiste de Marcuse, coincée entre le capitalisme dynamique et le post-stalinisme gélifié, en restreignant la classe ouvrière à sa définition uniquement manuelle, refermait l'avenir sur un espoir émancipateur devenu bien mince, sauf que soudain en mai s'épanouirent les 100 fleurs de la démocratie sociale et combative, allumées par les étudiants, embrasées par les salariés. D'autres opposent la critique globalisante du système à la recherche, nécessaire mais non suffisante, des 1000 manifestations des micro-résistances, aboutissant vite à la désespérante illusion des petites révolutions sectorielles qui ne résolvent rien et laissent l'autoroute du pouvoir au CAC 40 et à leurs Hollandais stylés dans leur livrée si normalement réformiste. Les étudiants de 2012, saisis par l'individualisme martelé par les médias oligarchiques, ne seront-ils pas confrontés avec leur bac plus 5 ou 7, à la réalité d'un emploi fluide, d'une vie morne et sans issue dans un monde en détresse? L'accroissement à l'autre pôle de la masse des exclus de toute formation apporte des comburants aux prochaines explosions, sans garantie sur une quelconque ouverture vers le progrès. Au-delà des pessimismes provisoires, leurs inquiétudes diffuses ne peuvent-elles se transformer soudain en ras-le-bol et en lutte, si on leur ouvre une perspective s'efforçant la rationalité dans son audace conceptuelle réaliste et non bouclée sur un dogme? Un autre communicant, tendance libertaire, Michel Onfray, avance nombre d'idées fécondes dans leur rigueur matérialiste sur la philosophie et les transformations nécessaires. Cependant, son goût excessif pour les analyses biographiques des auteurs visant à affiner la critique de leurs œuvres, s'il apporte quelques lumières, peut, poussé à l'excès, se révéler négatif. Ainsi sur Marx, sur lequel on attend toujours de lui un vrai livre,
peu sérieux de tenter de s'en débarrasser à l'aide de détails biographiques qui illustrent surtout, au-delà des inévitables faiblesses humaines, son héroïsme théorique et militant qui le confinait à une vie misérable. Déformer sa légitime prévention contre le lumpen en mépris pour la classe ouvrière tient de l'absurdité paralogique. L'erreur principale de Marx est bien plutôt à l'opposé d'avoir hypostasié le prolétariat en moderne messie, ce que l'histoire concrète a tragiquement démenti. Si l'édition par Michel Onfray des classiques du matérialisme et de la contestation sociale est bien précieuse, sa modestie devrait lui rappeler qu'il n'a fait que reprendre le rôle tenu dès les années 50 par les éditions communistes. Les éditions sociales avaient publié dans leurs classiques du peuple, nombre des auteurs matérialistes qu'ils révèlent à nouveau, certes précieusement. C'est vrai qu'il manquait pas mal de monde du côté des libertaires. Cela n'enlève rien à son utile restitution du poids du matérialisme grec dans l'histoire de la pensée, comme à sa dénonciation récurrente des mandarins universitaires obscurcissant toute vision rationnelle au nom du conformisme. On ne devrait plus guère contester que le platonicisme se soit édifié sur la déréliction de la pensée démocratique du Ve siècle, Périclès, et de son corollaire matérialiste, Démocrite. Platon, remarquable connaisseur des acquis de la philosophie, a hypertrophié cependant l'idéalisme en enterrant la tradition matérialiste de Démocrite. Il n'est pas indifférent que son IVe siècle fût celui des dictatures post-démocratiques qu'il s'efforçait de justifier, s'inscrivant ainsi malgré ses inventions logiques, dans une filiation globalement réactionnaire. Ainsi de ses conceptions d'un monde fini, anthropocentriste, opposé à l'atomisme infini de Leucippe, Démocrite et Épicure. Quand ces derniers ne sont connus le plus souvent qu'au travers de la reprise de ces thèmes par Lucrèce voire de leur réfutation par leurs adversaires, jusqu'à détruire physiquement une œuvre considérable. L'adhésion passionnée d'Onfray aux thèses de Nietzsche est à prendre au sérieux car elles ouvrent une symétrie indispensable à la dimension solidaire et collective privilégiée à la même époque par Marx. Il est proprement illusoire de nier la loi statistique des événements rares dans l'apparition des personnalités exceptionnelles, et sans leur faire jouer un rôle exclusif dans le développement historique qui reste l'œuvre des masses, de prendre en compte leur impact décisif, indispensable. Son démarquage du surhomme par rapport à la vulgarité foisonnante ne peut être abandonné au seul regard réactionnaire, élitiste. Sa foi dans la volonté de puissance, en la créativité cosmique de l'être humain est exemplaire et son surhomme n'a rien à voir avec la race des seigneurs du nazisme, davantage, à la limite, avec l'homme total rêvé par Marx. Pour autant, il est bien difficile d'imputer à la seule perversité de sa sœur classant tendancieusement ses notes posthumes pour tenter d'en faire un précurseur du nazisme, un certain fond régressif de sa pensée politique dans ce siècle charnière entre les Lumières et la montée du prolétariat. Elle apparaît incontestable. Hostilité au socialisme, à la démocratie, au peuple, à la femme, etc. Son matérialisme qui n'exclut pas quelques faiblesses déistes intervient longtemps après les encyclopédistes Feuerbach, Stirner, Schopenhauer et un certain Marx. Onfray efface un peu rapidement la volonté de puissance, livre certes inachevé mais qu'il a lui-même désigné comme la plus importante de ses œuvres, Friedrich Würzbach qui a établi l'édition allemande, tel Gallimard 1995. Il en a bien rédigé chaque aphorisme, quelle que soit leur mise en ordre frauduleuse par la sœurette. S'il n'a jamais été antisémite, sa pensée politique est clairement antiféministe, antidémocrate, antisocialiste. Son aversion pour l'Église se limite à saint Paul et saint Augustin qu'il récuse mais tout en croyant cependant à un message du Christ. Ce qui ne vaut pas condamnation mais peut aider à une lecture ouverte, informée. Le Camus d'Onfray réécrit sa biographie sous un éclairage anarchiste sympathique, et renouvelle précieusement la figure du prix Nobel. Emporté par son élan, il a tendance toutefois à magnifier sans condition l'homme révolté, en gommant besogneusement son écart sur la guerre d'Algérie. Camus n'était pas le seul à espérer une issue plus positive à la volonté farouche d'indépendance. Les communistes souhaitaient aussi une solution de compromis avec les nationalistes, celle que Mandela a su mieux réussir en Afrique du Sud. À partir du moment où son rêve kabyle de Douar autogéré devenait évanescent face à la violence colonialiste, l'attitude de Sartre portant les valises du FLN était autrement claire que l'allégeance pied-noir et la neutralité camusienne peu convaincante. Si Onfray reproche à juste raison à l'auteur de La Nausée son éclectisme, comme zélateur de Heidegger et Kierkegaard,
et sa résistance fragile, son inclusion dans le parisianisme peut être retournée aussi contre Camus, prix Nobel, ami des Gallimard, célébré dans les médias. Le philosoviétisme sartrin longtemps obstiné pouvait être mis au compte du souci de ne pas être séparé du prolétariat, majoritairement communiste à l'époque. Ces illusions sur la révolution culturelle chinoise sont autrement aberrantes. Des scories. Bien entendu, à côté de nombre d'analyses pertinentes de métaphilosophie qui dressent une esquisse encyclopédique de la pensée européenne sous l'éclairage d'une critique marxiste revigorée, figurent quelques scories résultant du décalage des 40 années écoulées depuis et de la surestimation de certaines œuvres gonflées par les exégètes comme celle de Heidegger. Mais ce dernier n'avait pas fait l'objet en 1965 de l'irréfutable critique des faits, notamment dans l'ouvrage incontournable d'Emmanuel, Heidegger, L'introduction du nazisme en philosophie, paru en 2005 chez Albin Michel, qui relate la continuité de ses cours et déclarations jusqu'à la disparition en 1945 du parti nazi, de son allégeance intellectuelle et militante funeste, de son antisémitisme récurrent sous le vocable du Völkisch sans la moindre excuse. La publication de ces carnets intimes antisémites apporte une confirmation supplémentaire à son nazisme obstiné. Le recours tardif à une retorse prémonition écologique lui ouvrit après-guerre une seconde et vertueuse carrière, la critique d'Hiroshima effaçant celle de la Shoah. Sa dénonciation de la technocratie prolongeait celle bien plus délétère du cartésianisme. Il réutilisait en fait sa défense contre les attaques de son rival en nazisme philosophique, Crick qui lui ravit le leadership espéré en l'accusant de déviation métaphysique, sous-entendu philosémite. Son revirement écologiste n'intervient qu'après 1945, comme cache-sexe tardif de ses turpitudes ultra-réactionnaires. Malgré l'inexplicable engouement de nombre d'intellectuels de l'Hexagone, jusqu'au grand René Char, fasciné par son volapük abscon, les prétendues avancées humanistes de l'ermite de la Forêt-Noire sont à prendre avec des pincettes, comme le fit son ex-étudiante et admiratrice Hannah Arendt, résumant son aventure intellectuelle. Le vieux renard s'est piégé lui-même dans ses redoutables pièges idéologiques. Péripéties. En septembre 2012, Le Monde veut sacrer Bruno Latour, papiste, en rien moins qu'un Hegel de notre temps. Ce pourfendeur de système, dans son relativisme échevelé, nous propose naturellement le sien. Sa bouillie conceptuelle réduit toutes les données du monde, de l'empirie quotidienne à la relativité einsteinienne et naturellement aux anges du ciel, aux informations d'un réseau porté par vous, moi et notre langue imparfaite. Il y aurait une symétrie entre les expérimentations réussies et celles qui échouent. La réalité extérieure n'existerait pas indépendamment de nos sens, elle n'est également que leur produit. Vieille grue empiriocriticiste, réfutée, certes de manière assez fruste, par Lénine en 1905, critiquant l'inconsistance des complexes de sensations de Mach et Avenarius. Après la relativité et Heisenberg, il n'était plus aucune certitude scientifique. Les réussites de la recherche équivalaient à un échec, Airbus ou Ariane ne volent pas, le boson de Higgs n'est découvert, ni l'informatique, ni l'imprimante 3D, ni l'opération de la cataracte qui me permet, quasi aveugle, de voir à nouveau la réalité extérieure, la coronographie qui prolonge ma vie de cardiaque de 20 ou 30 ans, etc. Encore un pas et nous entrons en solipsisme, au clavecin fou dont parlait Diderot. Du monde pollué par le capital au monde naturel, il n'est qu'un magma d'opinion, appuyé cependant sur des valeurs, parachuté sans doute par les anges susnommés, à moins que ce ne fussent par nos divines agences de notation, sinon par quelle administration ? Comme dans la métascience de Heidegger, la découverte des savants, ces pauvres besogneux, n'est admise comme vérité qu'à la condition expresse d'être sanctifiée par le sceau privé du maître. Lui seul sait maîtriser l'art d'emmêler les phonèmes comme les cartes biseautées du bonneteau. Bien pratique cette pâtée, le capitalisme, la crise financière, la pollution, etc. Pchit, comme disait Chirac, les milliards subtilisés par Peugeot, Arnaud à leurs milliers de salariés, exploités, virés. Bien pratique. Une représentation en vaut une autre. Les analyses de Bouygues, Dassault, Bolloré-Lagardère sur leur propre turpitude, valent bien celles de Mélenchon ou Besancenot. L'édification par la technologie humaine, certes dévoyée par le profit, a créé un tiers univers, artificiel, preuve des preuves d'une vérité scientifique atteignable, sans commune mesure avec les vérités ô combien relatives des littératures.
déjà pointé par Sokal pour son imposture intellectuelle dans l'application incongrue d'équations mathématiques à des problèmes philosophiques, Latour mélange allègrement les genres et les échelles, l'incertitude déterministe de l'infime petit, ou grand, repérés malgré leur distance extraordinaire à nos sens, avec la maladresse compréhensible de nos appareils de mesure, cependant géniaux et porteurs d'effets constatables quotidiennement par tous, avec les évidences sensibles de notre étroite portion d'univers, celle de la table ou J', écrit qui ne connaît pas une existence double comme les électrons. Entre -40 et plus de 100 degrés où se situent toutes les informations qui irriguent nos sens imparfaits, tributaires de l'eau liquide et de la vie organique. Aucune indication et pour cause sur l'expérimentation qui aurait mis en évidence l'existence des anges, ou de leur valeur. Qu'une grammaire universelle des modes d'existence spécifiques qui se colorent de teintes différentes, pour nous aider à nous retrouver dans la joyeuse anarchie des réseaux. Heureusement Latour est là pour nous guider par ses valeurs, issues du CAC 40, du marché de l'art de Pinault, de la curie romaine, de l'incurie universitaire. Comment conserver sans paraître succomber au conservatisme? S'interroge son laudateur Boltanski, qui a visiblement oublié le verbe qui lui éviterait le grand écart. Car Bruno Latour dénonce en toute absurdité cette bien irritante manie issue d'un prétendu dogmatisme des Lumières, mais surtout pas sa critique à critique, qui vise justement à effacer de la pensée tout ce qui pourrait remettre en cause la domination, la ségrégation en classes et couches hostiles, la pesanteur de l'État, des religions, etc., où nous sommes toujours empêtrés. Mais ce serait là donné dans la transcendance des systèmes. Mais revenons à Henri Lefebvre qui consacre des pages à Sartre où il explique la limite prévisible car métaphysique de son engagement vers le marxisme, dans la mesure où il part de la conscience comme preuve de l'existence plutôt que l'inverse, en oubliant de convenir en quoi sa phénoménologie doit beaucoup à celle du recteur de Fribourg, elle-même largement puisée chez Husserl, pourtant si peu völkisch. L'être et le néant, si proche de l'être et le temps jusque dans son titre. Sartre voue une admiration éperdue à Kierkegaard, penseur d'un subjectivisme mystique poussé au paroxysme. S'instituer en même temps épigone critique de Marx tenait du grand écart ne serait-ce qu'avec cette citation. La théologie, ce point pourri de la philosophie qui représente en elle-même la décomposition négative de la philosophie, son processus de putréfaction. Les hommages obligés, quoique critiques de la métaphilosophie à Freud datent aussi quand la psychanalyse, dominante en 1965, faiblit depuis singulièrement à l'horizon de la psychologie contemporaine sous les coups de boutoir des sciences cognitives et de la neurophysiologie, voire de la démolition par le gros bouquin de Michel Onfray, qui, en dépit de ses exagérations biographiques quelque peu passionnelles, en décortique pas moins avec maestria les approximations mystifiantes du viennois, ses emprunts innombrables à ses contemporains, destinés à fortifier l'ego et le charisme rémunérateur du gourou, et plus encore celles de ses suiveurs lacaniens dont l'obscurité ne peut combler le vide expérimental. Qui dira les ravages provoqués chez les patients par les exagérations inoculées par d'innombrables docteurs Nock, rabâchant les traumatismes de la petite enfance, voire le souvenir de ceux vécus dans le fœtus, souvent hypertrophiés, étoffés de fables sexologiques ridicules, quand la psychologie moderne montre que les chances de résilience demeurent entières après l'élucidation des traumas, surtout quand le patient peut la construire avec le soutien d'un environnement affectueux sans S', enfermé dans la ratiocination infinie, voire la déformation, l'amplification, au besoin leur invention qui prolonge indéfiniment la cure rémunératrice. Ainsi chez Hachel de la place réservée à la critique du structuralisme, fort vigoureuse, nous semble désormais quelque peu anachronique, tellement ce qui brillait de tous ses feux dans ces années-là semble aujourd'hui s'être doucement affadi en quittant la scène. La quotidienneté et le résidu sont-ils des concepts? On pourrait aussi contester l'utilisation centrale du thème lefévrien, de la quotidienneté. Est-ce vraiment un concept? Ne peut-on utiliser la notion d'empirie de vie, voire choisir la semaine, le mois, l'année comme base de temps? N'est-ce pas minimiser la recherche des grandes forces qui jouent collectivement sur l'essentiel du sort des hommes et femmes? Le souci est sans doute la vérité du sort des êtres, quand sous les mensonges lénifiants du totalitarisme stalinien, la réalité de la vie des soviétiques révélait leur misère et leur oppression réelle. Comme à l'Ouest l'analyse du sort concret en bas d'échelle, au niveau du vécu quotidien,
révèle les méfaits de l'aliénation capitaliste et sous la répétitivité des actes individuels prétendument autonomes, les pathologies sociales récurrentes. Il s'agissait peut-être pour lui de combler l'abîme qui existe entre la vulgarité aliénée du dominé et l'homme total espéré par Marx, le surhomme de Nietzsche, le rebelle de Camus, le poète, etc. À la recherche d'une introuvable méthode pour passer du petit au grand cercle de connaisseurs, ainsi que le prônait Brecht. Le thème de la quotidienneté vient aussi de l'époque de formation, des années 20, quand son ami Politzer se faisait le génial démolisseur des subtiles illusions métaphysiques d'un Bergson s'efforçant de recycler les constats éculés de la psychologie classique, étirant leur creuse abstraction dans une durée qui leur conférerait le réalisme d'un vécu évaporé par l'abstraction de l'être en général, quand le dialecticien entendait ne s'intéresser qu'au concret du drame quotidien. L'autre concept clé est le résidu, ce qui résiste à la connaissance exacte de l'analyse logique, binaire, identitaire, scientifique, ce qui subsiste au-delà de la vérité des concepts de l'élucidation. Rachel croit pouvoir y trouver le gisement inespéré d'où la création peut ressurgir, en balayant l'artefact généralisé et traumatisant de la technologie, second monde artificiel que les êtres humains sécrètent pour s'enfermer dans sa chrysalide mutilante, au-delà des modes du confort amélioré. Science exacte ou approchée. En science exacte, le résidu est éliminé par le coefficient d'erreur après calcul, il est ce qui en reste, ce qui simplement n'est pas encore élucidé. Peut-être un bruit de fond sans intérêt, peut-être, avec de nouveaux outils de recherche comme l'informatique, le matériau à partir duquel un chercheur marginal autant que génial va édifier ses théories du chaos ou du fractal. En matière de sciences humaines, cette existence du résidu est fondamentalement différente. À la limite, tout n'y serait que résidu. L'approximation littéraire, aussi appliquée, rigoureuse, délicieuse, grisante, transformatrice, soit-elle, possède un contenu de vérité d'autant moins douteux que l'analogie de sa méthode avec celle des sciences dures est plus serrée. Elle est cependant, en l'absence de tout processus de vérification expérimentale, privée à jamais de toute vérité absolue. Ce n'est pas la déclaration d'un pessimisme outré. Qu'on songe à l'évanescence d'innombrables théories philosophiques, à la mort d'un marxisme sous bannière stalinienne, plus près de nous du caractère épisodique du freudisme, du structuralisme, des religions qui hier encore croyaient tenir le fil de la certitude, de l'effondrement de la quasi-totalité des théories économiques classiques après le séisme de 2008. Leur force émanait du fait qu'elles avaient conquis des millions de consciences par leur forme habile, convaincante et une adéquation confuse à des constats de vérité apparente, démentis après coup par d'autres faits statistiquement vérifiés grâce aux multiples entendements de chacun. Pour autant, une critique permanente permet de filtrer des précipités où gisent certaines vérités relatives. La douteuse authenticité idéologique ne tient qu'à cela, à la force de conviction qui cède naturellement, outre la qualité formelle, d'une apparence de conformité à une logique purement virtuelle, à un travestissement de la réalité, appuyé sur de vieux dogmes solidement enracinés dès la petite enfance, proférés par des mandarins outrecuidants, élevés sur des socles étatico-médiatiques. Ainsi des aberrations criminelles du nazisme dans une des nations intellectuellement les plus développées du monde, ou aujourd'hui, dans une nation civilisée, du sionisme et de son apartheid qui s'appuie sur la fiction d'un État d'Israël totalement inventé au début du siècle, si on en croit l'excellent Shlomo Sand, ou encore les limites des révolutions arabes, menacées de récupération par l'obscurantisme des fondamentalistes ou l'armée, s'appuyant sur la pauvreté des masses, les vieux mythes et l'argent du pétrole, etc. Il y a une différence d'ordre, de catégorie, entre cette incertitude déterministe et floue de nature littéraire et celle de la science dure qui s'appuie sur les deux socles des mathématiques et de l'expérimentation, et qui ne peut pas ne pas intervenir dès lors que dans l'infime petit ou l'infime grand l'objet d'observation est de plus en plus hors de portée de l'observateur. L'écart est du même ordre par exemple qu'entre les strates naturelles de la géologie, de la vie végétale animale, de l'organicité pensante. S'il y a des interconnexions entre ces deux sphères de la pensée humaine, elles comportent également une part d'autonomie inéchangeable, des niveaux de complexité et d'incertitude d'un autre degré, infiniment supérieurs, dans un rapport de puissance de probabilité considérable au sein d'un même déterminisme incertain, à la manière de la série des infinis hiérarchisés de Cantor. En microphysique,
Le principe d'incertitude appartient-il aux phénomènes naturels eux-mêmes, à la particule et à son champ, ou à la trop grande proximité du mesureur avec ce qu'il doit mesurer, donc à l'imperfection peut-être provisoire des appareils de mesure, fente Young, chambre à bulles et la suite? Pour voir l'infinime petit, il faut le bombarder par des photons qui le modifient. Le niveau des quanta, 10 puissance 20 fois plus petit que le proton ou celui des trous noirs interdits aux photons, est sans doute définitivement à l'abri de toute mesure directe. Peut-être l'humanité est-elle confrontée à un palier provisoire de la connaissance? Les équations de Badiou qui veulent décrire l'apparition de ces événements affectifs, économiques ou politiques, avec leurs variables subjectives impossibles à définir rigoureusement, sont encore d'un autre ordre dans l'incertitude, qui approche du délire fabuliste voire de l'imposture intellectuelle. Le CERN de Genève a mis au point des appareillages d'une complexité et d'une fiabilité extraordinaires, vide absolu, température proche du zéro absolu, récréation d'énergie monstrueuse proche du Big Bang qui ont réussi à la précision du millionième de prouver une première fois en 2012 l'existence du corpuscule ultime du modèle standard, le boson de Higgs, siège de l'apparition de la masse à partir de l'énergie. La confirmation sera bienvenue. Mais les économistes néo-ricardiens ou hayeckiens se sont effondrés à la première collision mondiale de la finance éperdue. Depuis 2008, ils ne savent plus à quel saint se vouer et le spectre de Marx annoncé par Derrida revient hanter l'université déboussolée. Comment se défendre dès lors contre un scepticisme généralisé, un positivisme qui se refuserait à toute généralisation, toute recherche de grandes lois capables d'unifier la mosaïque des constats partiels, fussent-elles d'origine ensembliste, logique? La science humaine comporte par accumulation des constats intuitifs qui sont malgré leur fragilité, consolidés par leur permanence historique et leur résistance à la critique collective, mais ils résistent à pouvoir être déduits par une succession rigoureuse de concepts traduisant chaque équation partielle dans la progression de la chaîne démonstrative. Nous n'avons affaire qu'à des vérités relatives, sous forme de nébuleuses provisoires. Jamais à une vérité absolue, contrairement aux sciences exactes où la relativité est objet de calculs et d'applications industrielles quand bien même une théorie plus vaste vient souvent dépasser en l'englobant la théorie précédente mais sans en infirmer la vérité opérationnelle. La qualité d'exactitude relative en sciences humaines est proportionnelle à la similitude de leurs méthodes avec celles qui font l'absolu des sciences exactes. Vérité des observations, vérification collective, débat des intéressés, honnêteté des acteurs, abolition des tabous, accumulation des faits vérifiés, caractère encyclopédique des connaissances et transposition possible des rapports fonctionnels d'une discipline à l'autre, rigueur logique des développements, la plus proche possible de celle des mathématiques, réflexion sur L', expérimentation historique, ô combien destructive, des idéologies en vraie grandeur, systématisation du débat critique permanent. Pour autant, faute d'analyse d'une rationalité poussée jusqu'au bout, l'échec total des totalitarismes n'a pas entraîné automatiquement le rejet de leurs idéologies délétères, étatisme stalinien ou nazi, comme le montre leur refleurissement délétère en Europe. Les emprunts aux sciences dures qui constituent désormais, plus que les gargarismes idéalistes post-mystiques, la nourriture principale des avancées philosophiques, évitent difficilement les dangers de l'imposture intellectuelle, Sokal et Bricmont. L'humanité a cahoté sa marche des milliers d'années en appuyant sa progression sur des utopies successives, sur ces nébuleuses de pensée approximatives voire inexactes vers un progrès global chaotique mais incontestable dans la diminution du malheur collectif face aux prédations naturelles. Leur faiblesse de principe multiplie exponentiellement les difficultés d'expérimentation connues en microphysique. La situation sociale, idéologique de l'observateur au sein des phénomènes mesurés rend exceptionnellement rare l'objectivité du regard. Le concept de l'objectivité approfondie inclut le double relativisme du réel et de la connaissance. L'objectivité est toujours gagnée, conquise et reconquise sur cette double approximation. Elle est toujours remise en question. HL, métaphilosophie. Toutes les sciences avancent à l'intuition. À la poiesis. Mais les sciences dures subissent ensuite un double processus de purification par la vérification rigoureuse de la chaîne des relations des causes et effets, par l'expérience de laboratoire,
sous l'œil de la communauté scientifique réputée impartiale puis par la généralisation industrielle créant devant les yeux statistiques, historiques de toute l'humanité un artefact géant. Nouvelle architecture physique de la nature dans L'. Urbanisation, nouveaux mécanismes métalliques, nouvelles molécules, nouvelles espèces végétales ou animales, efficacité médicale, transmission, conquête de l'espace, cellules souches, OGM, nanoproduits, intelligence artificielle, etc. Face à l'efficacité de sa poïésis et de sa mimésis, la force créative de l'homme peut être difficilement sous-estimée. Henri Lefebvre, Métaphilosophie extrait. La simulation comporte la reproduction d'un ensemble de phénomènes par des dispositifs techniques. La simulation reconstruit et reconstitue de proche en proche vie et pensée. L'automate prend sur lui de connaître, la science, en tant que réalisation théorique. Il affirme à sa manière la scission entre sujet et objet, entre le connaître et l'être, entre le réel et sa représentation. Entre l'homme et la nature, la technique intercale une nature seconde. Cette naturalité seconde n'est plus la cité, ni l'art, ni la langue ni tout le monde des objets en général mais la technique à la fois instrument, moyen, médiation, écran et milieu troublé plutôt que diaphane. Un retard rationnel des sciences humaines ? Le retard dans l'organisation de la vie collective, dans sa praxis, provient du fait qu'aucune des théories philosophico-politiques proposées ne peuvent faire l'objet de vérifications systématiques en laboratoire. Les seules vérifications sont en vraie grandeur, historiques et ô combien destructives. Mais même là encore, la rigueur des méthodes ne résiste pas, quel que soit le caractère indubitable des faits survenus, à la pression délétère des déformations idéologiques des interprétations, dès que des intérêts contradictoires sont en jeu. Il y a quelque part une vérité historique asymptotique, mais elle doit se défendre en permanence contre les oublis, les dévoiements intéressés ou inconscients. Ce sont toutes, sans exception, des idéologies, des produits de récits approximés par l'hémisphère droit, fussent-ils fantaisistes, destinés à rassurer l'être agissant. Comment par exemple peut-on encore sérieusement se réclamer aujourd'hui du communisme, quand tout son siècle l'a caractérisé dans les faits comme un totalitarisme génocidaire, culturellement et socialement régressif. Il est pourtant de faux naïfs, des illuminés, des obstinés pour défendre cette aberration. Si leur application n'était pas bonne, les principes du socialisme étatique, du stalinisme, du maoïsme étaient excellents. Le chercheur doit donc produire en permanence un effort intellectuel considérable pour se libérer de sa contingence, de ses présuppositions, de ses approximations ou divagations idéologiques. Y parvient-il ? Mission impossible. Exemple. Un analyste aussi précieux que Jean-Marie Haribey démonte avec pertinence dans les 8 premiers chapitres de La richesse, la valeur et l'inestimable, Critique socio-écologique du capitalisme, LLL 2013, l'édifice néoclassique échafaudé depuis Ricardo, développé par des dizaines d'universitaires libéraux détenant l'essentiel des chaires d'enseignement et trustant depuis des lustres les publications dites savantes. Tout repose en effet sur ce mensonge fondamental. Le refus obstiné de la réalité des rapports sociaux où le salarié, désormais immensément majoritaire dans la production planétaire, est la seule source de valeur, d'accumulation de marchandises, de patrimoine ou de leur traduction monétaire. Les objets mathématiques les plus sophistiqués de l'hyperlibéralisme et de sa financiarisation ne résistent pas à ce vice initial. Les données de base sont fausses. Le capital n'auto-produit pas miraculeusement sa valeur accumulée, il la vole aux salariés. Il faudra attendre la crise mondiale pour que le monde, parmi d'autres, renouvelle totalement son écurie de savants économistes, laissant de la place aux keynésiens moins compromis dans l'hyperlibéralisme sauvage. Il ne s'agit naturellement pas d'ouvrir ses colonnes aux marxistes, quel manque de goût ce serait. Depuis, Rechute, s'étant vendu aux oligarques, il s'évertue en vain, en publiant un supplément quotidien à l'usage des patrons, à devenir le journal officiel du CAC 40 qui lui préfère ce bon vieux Figaro, ça va de soi. Cependant, le même J.M. Haribey affirme dans son livre « Les services publics ne sont pas fournis à partir d'un prélèvement sur quelque chose de préexistant. Leur valeur monétaire, mais non marchande, n'est pas ponctionnée et détournée. Elle est produite. L'impôt n'est donc pas un prélèvement sur de la richesse déjà existante, c'est le prix socialisé d'une richesse supplémentaire. » Affirmation absolument gratuite, excepté pour les contribuables.
En vérité, l'expérience de terrain des services publics, voire le récit autobiographique de Zoé Shepard en région Aquitaine, complètement débordée ou la mienne, montre que la réalité est bien plus ambiguë. Le travail des services publics n'est jamais conduit vers la valeur moyenne exacte de l'ensemble de la société. Il lui manque la contrainte de la concurrence dont il est dûment protégé par le statut du fonctionnaire à vie, l'automaticité de la reconduction annuelle du budget d'État et la loi de Peter dans une prolifération des services qui permet l'ascension injustifiée des chefs. Il se compose donc d'un mixte de production réelle et d'une marge variable de non-travail. Il échappe par nature au risque de faillite en cas de déficit prolongé et par suite, s'éloigne du rendement moyen du secteur privé sur un territoire national donné. L'origine corporatiste est la racine de classe, bureaucratique, d'une telle thèse de JMH semble assez évidente. Peu importe le laxisme et les déficits typiquement français, pas d'autre remède au dysfonctionnement capitaliste que davantage de sévices publics. Pour sortir de la crise, retournons gaiement vers le stalino-maoïsme et la perspective de 100% de fonctionnaires comme dans l'URSS paradisiaque de jadis. Ce n'est pas faire du sarkozysme que de l'affirmer, chacun sait que l'objectif de ce dernier était de gonfler les profits oligarchiques. Le nôtre est au contraire d'opérer une meilleure répartition du travail et des richesses en prélevant sur tous les profits illicites, en premier lieu bien entendu ceux du CAC 40 mais aussi sur ceux des excroissances bureaucratiques. Nous reviendrons plus en détail sur l'important ouvrage de J.M. Haribay. Le hibou prend son essor au crépuscule. Errance sans pareille de la pensée de cette déformation corporatiste chez Béatrice Hibou. La bureaucratisation du monde à l'ère néolibérale, La découverte 2012, qui consacre 170 pages à cette thèse surréaliste. La bureaucratisation n'est pas induite par l'étatisation, fonctionnalisation, elle est au contraire le critère dominant du néolibéralisme contemporain. Non pas que la comparaison entre certaines tares parallèles dans les deux sphères de la production-domination du monde moderne ne soit instructive. Mais l'auteur procède par élimination magique, la bureaucratisation étatique n'existe tout simplement pas. Tabou, on en souffle mot, hors propos, escamotage, disparition divine, il n'y a rien dans la boîte. Le confort intellectuel de la chercheuse est ainsi soigneusement préservé. Non que l'évolution vers des entreprises privées hors de proportion, banques trop grosses pour être dissoutes, sureffectifs dans des situations de monopole de produits rares, gadgetisation absurde, népotisme, publicité, enfermement dans les horaires et hiérarchies censées garantir le maintien du statu quo de l'exploitation séculaire, etc., ne fassent partie de la réalité du monde libéral, non que leur déluge de normes, leur abus de L', informatique, leurs techniques soi-disant psychologiques destinées à extraire davantage de plus-value, ne ressortent d'un phénomène de même nature bureaucratique mais l'auteur, dans sa passion fonctionnaire, oublie un minuscule ingrédient. Dans leur recherche hystérique d'un profit évanescent, les actionnaires du CAC 40 ont des crocs effilés et une cruauté à nul autre pareille quand L'. Excès bureaucratique nuit par trop au profit des actionnaires. La brutalité de la mort qui sculpte la vie met en jeu ces recettes imparables qui consistent à comprimer sauvagement les effectifs, à alléger le mammouth sans trembler, ce qui n'arrive jamais dans les structures étatiques. Il ne s'agit pas de soutenir les dégraissages boursiers mais de condamner les deux nuisances, marché, État, dans leurs excès, comme de déceler leurs éventuels avantages respectifs, dans une complexité empirique incontournable, éviter le Caribe d'autant que le SILA, parasitisme étatique versus surexploitation capitaliste. Quand les champions du marché s'attaquent à l'État comme Sarkozy, les 150 000 salaires économisés, sur plus de 5 millions, sont récupérés aussitôt par la hiérarchie pour s'octroyer des primes. L'économie finale est sans rapport avec l'effort social consenti, le déficit du budget de l'État est toujours aussi béant. Les collectivités locales s'empressent dans le même temps de gonfler leurs effectifs sans aucun profit pour les citoyens. La fresque de Madame Hibou est hallucinante de naïveté ou de cynisme. Regardez la paille dans vos yeux plutôt que la poutre dans les miens. Sur 170 pages, elle martèle 115 fois bureaucratisation hyperlibérale, sans doute pour compenser sa faiblesse de ses arguments. En ignorant toute mesure, repérage, de la valeur de la force de travail, notamment par la sanction de l'offre et de la demande, l'auteur s'en tire en baptisant bureaucratie tout ce qui ressort de la rationalisation productive, normes, etc., sans autre examen. Difficile pourtant d'envisager une production mondiale, un essor économique des BRICS qui pourrait se passer de normes,
comme de valeur minorée de la force de travail des salariés du Sud. Reste qu'une part de ce matelas de normes, surtout celle qui se situe à l'interface privée-publique, est effectivement dévoyée en glissant de la rationalisation. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.